On est là pour parler des réseaux sociaux dans le système d'information des jeunes. Quelques petits chiffres pour commencer, on ne va pas vous abreuver de chiffres, mais pour vous donner une petite idée de la situation. Les réseaux sociaux sont évidemment devenus des lieux de présence obligatoires pour les médias. Snapchat compte 188 millions d'utilisateurs dans le monde actifs quotidiens. Facebook représente 1,47 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. Et Instagram, j'ai un chiffre mensuel, 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Chez les jeunes, Snapchat attire plus les jeunes utilisateurs. En France, 60% des 13-34 ans utilisent Snapchat chaque jour. Et pour finir, un dernier chiffre qui illustre un petit peu notre problématique. Selon une étude de Médiamétrie parue en août, les jeunes donc de 15 à 34 ans sont férus d'actu et disent privilégier les réseaux sociaux à 71% comme principale source d'information. Quand on leur demande comment ils s'informent, à 71% ils répondent via les réseaux sociaux. Donc évidemment, l'attrait des médias pour les plateformes est devenu inévitable. On va parler ici donc plateforme, publicité, mobile, pouvoir de l'image, avenir et jeunes générations. Donc, tous ces sujets traversent évidemment les rédactions depuis plus d'une décennie. Et pour en parler avec nous, on a 3 invités donc, que nous sommes ravis d'accueillir. Olivier Lafargue, donc vous êtes journaliste à la rédaction Snapchat du Monde. Vous faites partie d'une équipe de journalistes dédiés et vous alimentez Discover. C'est une fonctionnalité qui permet à des médias partenaires triés sur le volet de produire leurs propres stories. La cible des personnes que vous visez est d'environ 15 à 25 ans. Mais je vais peut-être vous laisser vous présenter plus précisément et on peut peut-être voir quelques illustrations de ce que vous faites sur Snapchat pour que les personnes qui sont les moins familiarisées avec cet outil puissent voir à quoi ça ressemble. Oui, bonjour. Alors, donc, en effet, je suis responsable adjoint du service des Snapchat au monde. On est une petite équipe de 6 personnes. Et notre travail, c'est de produire quotidiennement une édition à l'intérieur du kiosque de Snapchat, donc qu'on appelle Discover, et qui a été lancée en France avec une offre exclusivement dédiée au public français il y a un peu plus de 2 ans et demi. Donc qu'est-ce que c'est le monde sur Snapchat? C'est donc, comme je disais, une édition quotidienne, c'est de l'actu généraliste. C'est une ligne éditoriale qui est plus portée sur l'explication. C'est beaucoup de graphismes, beaucoup de visuels. Et c'est aussi donc, un contenu qui est original et qui est fait spécifiquement pour un public plus jeune, mais pas seulement. Voilà, j'expliquerai un petit peu plus après. Que fait le monde sur Snapchat? En fait, c'est tout simple. On touche un nouveau public, un public que le journal avait beaucoup de mal à toucher jusque-là. Enfin, quand on compare les différentes moyennes d'âge entre le journal papier, le site web, l'application mobile, on est avec notre édition Snapchat sur un public beaucoup plus jeune. C'est quelque chose qu'on a pu vérifier d'ailleurs parce qu'on a fait des enquêtes sur nos lecteurs et on s'est rendu compte que une grande majorité, voire la quasi-totalité en fait, n'avait jamais lu Le Monde auparavant. Donc voilà, c'était pour nous un continent complet à découvrir. Donc on s'adresse à une génération qui, comme Charlotte l'a rappelé tout à l'heure, s'informe quasi exclusivement via les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on remarque beaucoup aussi au travers des interventions qu'on fait dans les lycées, donc avec l'association Entre les Lignes qui est intervenue un peu plus tôt dans la journée et qui confirme ça. La stratégie derrière, c'est tout simplement d'aller là où se trouve ce public-là en fait. On a bien compris qu'on avait besoin d'évoluer, on avait besoin de trouver une nouvelle façon de porter l'information et de l'emmener nous-mêmes jusqu'à ce nouveau lectorat qui a des habitudes de lecture, des comportements et des façons de consommer l'info qui sont radicalement différentes. On aurait pu croire avec les préjugés qu'on peut avoir envers la jeunesse que les jeunes ne s'intéressent pas à l'actualité. C'est complètement faux, on s'en rend compte.
En fait, il y a une curiosité qui est gigantesque, c'est juste qu'elle se concrétise d'une façon radicalement différente. Et c'est à nous d'incarner cette façon-là. Donc, on a changé un petit peu pas mal des habitudes, pas mal des traditions qu'on avait au journal pour concevoir cette chose-là, notamment le fait que notre forme principale d'information, bah, c'est plus l'article. Des articles, on en fait 1, voire 2 par édition, mais pas plus. Ça va être des formats visuels très très courts qui sont donc mis en scène dans cette édition-là. Après, ça reste fondamentalement un journal du monde, un produit du monde. C'est-à-dire que pour nous, il y avait aussi quand même cette crête à ne jamais franchir. Il fallait qu'on trouve notre place, qu'on trouve notre identité dans cet univers Snapchat qu'on pourrait croire a priori très différent de ce que le journal a l'habitude d'incarner, mais en fait pas tant que ça, tout en continuant d'incarner le journal et ses valeurs, et surtout le sérieux et l'exigence qui est apportée aussi bien sur le site web que sur les pages imprimées. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose pour nous qui était vraiment au cœur de notre démarche. Il y avait un dernier défi pour nous aussi, c'était le défi créatif, le défi éditorial, c'est-à-dire que débarquer sur Discover, c'était aussi une façon de réinventer la façon dont on informe le public, de partir sur une page blanche. Et d'ailleurs, c'est une expérience vraiment intéressante. On voit à quel point chaque média se l'est approprié d'une façon totalement différente, notamment Combini par exemple, ou d'autres. Et c'était aussi un défi qui était assez exaltant. Voilà. Dernier petit point, quand on fait des articles entre guillemets, même nos articles en fait ne sont pas toujours sous la forme d'articles. Là on le voit un petit peu, ça c'est quelque chose qu'on a publié hier sur les Gilets jaunes par exemple. On a demandé quelques jours plus tôt aux lecteurs quelles questions ils se posaient sur le mouvement des Gilets jaunes. Quelques jours plus tard, donc on a incarné on a répondu à leurs questions et on a essayé de mettre en scène ce contenu-là sous une forme un petit peu plus visuelle et un petit peu plus interactive. Il y a d'autres exemples ici à côté. Donc voilà, cette idée d'avoir cette matière-là, de la prendre dans les différents services du journal ou de la faire nous-mêmes et d'essayer de la construire, de lui donner la forme qu'on estime pertinente sur ce réseau-là pour ce public-là. Et la rendre, essayer de la faire aller jusqu'au public en fait. Et en 2 mots justement, est-ce que le pari est réussi? Quels sont les chiffres environ de... Alors oui, le pari est réussi. Enfin, en tout cas, nous, on est très très contents de nos résultats. On a passé le 1 million d'abonnés à la rentrée. Et donc voilà, on a assez... globalement, on se situe entre 5 et 6 millions de visiteurs uniques par mois, ce qui est pour nous un résultat très intéressant. On n'avait pas tellement quand on s'est lancé, on n'avait pas du tout d'idée de ce que ça allait pouvoir faire, de comment ça allait pouvoir prendre et de si on allait pouvoir trouver un public. Donc on est très satisfait du résultat. On parlera peut-être plus tard du modèle économique et pour voir comment vous réussissez à mettre tout ça en forme. Je vais passer la parole à David Groison. Vous êtes rédacteur en chef de Phosphore, donc un magazine désormais bimensuel des adolescents de 14 ans et plus. Et vous allez plus particulièrement nous parler ici de votre appli Give Me 5 et de vos initiatives sur YouTube, par exemple. Je précise juste que vous avez également remporté un prix aux Assises du journalisme cette année pour votre livre « Les journalistes nous cachent-ils des choses ?», un livre qui était à destination du public jeunesse, mais aussi des documentalistes, des enseignants qui font intervenir des journalistes dans le cadre de séances d'éducation aux médias. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc Phosphore, effectivement, c'est un titre de la presse jeunesse, de la presse papier, des éditions Bayard, avec J'aime lire, Okapi, Astrapi. Notre appli Give Me 5, elle est née d'abord dans un process vraiment de co-construction avec les lecteurs. On a fait des hackathons
en essayant de partir de leurs besoins, et c'était pour nous très vaste en fait. C'était autour de l'engagement, comment pouvoir s'engager avant 18 ans. Il y avait des projets autour de comment partir à l'étranger dès le lycée, puis après, etc. Mais c'est ce format-là qui a tout de suite remporté l'adhésion, quand on l'a testé aussi auprès de toutes les jeunesses, que ce soit ceux qui connaissent déjà bien Phosphore, mais aussi les publics les plus loin de nous, en allant aussi dans des zones plus rurales, à la périphérie, etc. Avec une promesse assez simple qui était de dire on a tous les jours à 5h05, 5 actus à lire en 5 minutes. Et qui répond un peu à une logique de réseau social où au fond il nous disait, nous l'actualité c'est compliqué pour nous parce qu'il y a un flux incessant et donc on n'arrive pas à trier, il y en a trop, et du coup une des réponses au trop quand on a entre 14 et 18 ans c'est de dire rien, ça peut être ça. Il y a la question aussi du doute en disant bah voilà, si je voulais vraiment m'informer, il faudrait que je lise des journaux de toutes les couleurs politiques, etc. Donc il faudrait que je lise et Le Monde, et Libé, et Le Figaro et tout. Et donc j'ai pas le temps. Donc là encore, du coup, je vais pas y aller. Et puis une part d'ennui et un peu de stress au fond, soit l'ennui en disant bah, les sujets politiques ça m'intéresse pas trop, ou le stress en disant on a l'impression que le monde va dans le mur en klaxonnant, et nous on préfère vivre notre vie et pas regarder le stress climatique, social, etc. Et donc on a pensé cet objet 5 minutes, 5 infos, en disant bah voilà, ça va vous permettre d'avoir une hiérarchie de l'information, c'est 5 infos et pas une de plus. C'est une promesse qu'à 5h05, en 5 minutes, il y avait l'idée que c'était le retour du lycée, dans le car scolaire, dans la voiture, etc., dans les métros, où d'un coup on pouvait, c'était un temps mort dans leur vie, dans lequel ils pouvaient absorber ces 5 minutes-là. Et puis assez vite, on a copié la matinale du Monde en ergonomie ou Tinder, ça dépend les gens dans l'équipe. Le swap comme ça, avec de pouvoir passer d'une info à l'autre, qui était un geste assez ludique finalement. Et puis avec ce visuel de prendre non pas des photos d'actu, mais des gifs animés qui permettaient d'avoir un petit décalage, d'avoir un petit clin d'œil, en étant du coup dans une actu très factuelle, mais qui permettait, par cette référence à un dessin animé, à une gamelle, etc., de pouvoir aussi dire une complicité qui permettait d'attirer dans l'actualité. Et puis on a voulu que ça soit vraiment les équipes de Phosphore qui le fassent, pour qu'il y ait ce ton et cette pédagogie de la presse jeunesse dont on parlait, Estelle, Marion, Elsa en parlait ce matin, c'est-à-dire vraiment d'être dans la pédagogie, de se dire on part à chaque fois de zéro en se disant notre lecteur, c'est peut-être la première fois qu'il entend parler de ce sujet-là, et donc il faut que ça soit extrêmement accessible, avec un pied de page qui est si vous avez un peu plus d'une minute, on renvoie vers les confrères en disant bah voilà, sur YouTube, le débat autour de YouTube et l'Union européenne, il y a eu un débat hyper intéressant sur énergie entre Doc Seven et Pierre de YouTubeurs. On renvoie le lien vers cette émission. Il y a un article du Monde qui est hyper bien foutu sur un tel autre sujet, on renvoie, etc. Donc cette idée d'une presse jeunesse comme un petit bain, au fond, pour aller ensuite découvrir d'autres médias. Merci. Louis Lepron, je vais enfin vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter. Donc, vous êtes le rédacteur en chef de Combini, un site lancé il y a une dizaine d'années environ. Vous êtes extrêmement présent sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook avec une grosse force de frappe. Voilà. Vous pouvez peut-être nous expliquer un peu justement comment ces questions sont au cœur de vos préoccupations. Alors bonjour. Oui, donc ça fait 10 ans que Combini existe. Donc on a toujours été sur le web, il n'y a jamais eu de papier en tout cas. Il y a toujours eu une dépendance à l'égard des réseaux sociaux en termes d'audience. Donc Facebook, ça a été le premier réseau social sur lequel on a été fort dès le début. On s'est ensuite développé donc à travers forcément Twitter, ensuite Instagram, même avant Snapchat via le Discover avec les partenaires médias, dont par exemple avec Le Monde. Donc ça s'était lancé environ il y a 2 ans et demi, il me semble.
Ensuite, évidemment, une présence sur YouTube. Donc forcément, en fait, ça fait partie de la culture de Comini, en fait, d'avoir toujours eu un œil sur les réseaux sociaux, de savoir un peu comment les envisager de manière spécifique, de se dire comment on peut communiquer à travers eux d'une manière, en tout cas, là aussi individuelle. Donc de se dire, sur Snapchat, justement, on a une audience qui va être plus jeune. On va essayer de faire des contenus qui sont plus adaptés à la lecture aussi sur Snapchat. Sur Instagram, ça va être un peu plus différent, il y aura peut-être plus d'images, même si en ce moment ça va plus vers Snapchat aussi parce que Facebook est concurrent de Snapchat. Facebook permet justement là de revenir à des contenus qui allient à la fois le texte, à la fois la vidéo. Donc l'idée à chaque fois c'est de se renouveler, de constamment de se remettre en cause en termes de pratique. Donc voilà, ça a toujours été une spécialisation on va dire de Comini de fait parce qu'on était sur le web et qu'on a un pure player. Et toujours dans l'idée aussi d'avoir un site qui puisse répondre, pas forcément répondre, mais en tout cas envisager et représenter en fait toute la gamme de contenus qu'on a, des vidéos comme des contenus écrits ou d'autres choses. Donc voilà. Alors justement, vous parlez de vidéos. Est-ce qu'on peut dire que l'image est devenue vraiment la nouvelle forme d'expression pour atteindre un public jeune? Est-ce qu'il faut forcément en passer par l'image? De fait, en fait, ce qui vient quand on regarde Twitter, quand on regarde Facebook, quand on regarde Instagram ou Snapchat, on est obligé de passer par l'image, tout est mis en avant. On a une équipe de créatifs qui sont par exemple sur Snapchat pour pouvoir mettre en valeur les contenus journalistiques. Sur Facebook, qu'est-ce qui attire le plus? C'est souvent les visuels ou les vidéos qui sont vachement mises en avant. Sur Twitter, la place à l'image aussi a été vachement mise en avant. YouTube a modifié un peu sa home, etc., etc. On a aussi changé le site là sur Comini depuis un mois environ. On a vachement mis aussi une place de l'image à l'image beaucoup plus importante qu'avant. Donc forcément, en fait, c'est le premier dans un feed où les gens ont une avalanche de contenu qui leur parviennent tout le temps, à toutes les secondes et tout. Il y a forcément quelque chose qui doit visuellement, on va dire, attaquer le lecteur dans un sens, ou l'attirer en tout cas. Donc c'est l'image dans un premier temps. Ensuite, il y a la lecture de ce qu'on appelle le push, ou du lancement de l'article. Ou du titre aussi, chacun a sa manière de lire en fait les contenus, mais l'image, clairement, oui, c'est quelque chose mais pour moi, depuis le début de Facebook Presse, c'était quelque chose qui est hyper important. Si on rate une image, par exemple, pour lancer un article, c'est-à-dire que l'article a un titre, mais que l'image ne correspond pas assez bien à l'esprit de l'article, à l'esprit du push, il va y avoir un souci en fait. C'est-à-dire que le lecteur ne va pas forcément le comprendre. Il faut que ce soit quelque chose de logique, d'assez inné, et l'image fait partie d'un ensemble de critères à respecter pour pouvoir que l'actualité, quel que soit le médium, parvienne au lecteur. Je pense que c'est également dans vos préoccupations de travailler vraiment sur l'image pour atteindre particulièrement ce public. Oui, chez nous c'est aussi vraiment primordial. Comme le disait Louis à l'instant, de toute façon sur Snapchat, l'image est au centre de tout. Donc on est obligé d'en passer par là. Et puis on s'en sert beaucoup pour attiser la curiosité, attirer l'attention sur des sujets. On s'en sert aussi beaucoup pour informer, dans le sens où il y a pas mal de choses qui sont dites par les images et qu'on n'a pas besoin de répéter en texte en dessous, vu que de toute façon on est sur des formats qui sont extrêmement concis. Mais en même temps pas seulement, parce qu'on fait des articles aussi qui sont pour beaucoup du texte évidemment, même s'ils sont très agrémentés d'images. La longueur de nos articles n'est pas nécessairement beaucoup plus courte que les articles qu'on publie sur le site web du Monde. Parfois même c'est un peu plus long parce qu'on a plus de choses à expliquer. On a besoin d'être un petit peu plus pédagogique. Et on se rend compte surtout que nos lecteurs lisent, même s'ils sont longs, nos articles jusqu'au bout. On a des temps de lecture qui nous ont assez étonnés au début, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours aux alentours de 2 minutes, temps de lecture moyen. Et ça, on a trop. Ça fait partie des quelques préjugés qu'on pouvait avoir sur notre lectorat. On pouvait se dire non mais ils lisent pas, etc. C'est pas vrai non plus. On se rend compte que globalement les gens qui sont intéressés par le sujet, qui font l'effort de faire le swipe up pour regarder le contenu qui est en dessous, le lisent jusqu'au bout vraiment. Donc il y a vraiment une complémentarité avec les deux, mais ça ne peut pas marcher si l'image n'est pas au centre. C'est pour ça qu'on a une motion designeuse dans l'équipe dont le but est vraiment de travailler à nos éditions, qui est à la fois illustratrice,
motion designeuse donc, qui s'occupe de l'animation, directrice artistique, c'est elle qui a mis au point notre charte graphique, etc. Donc c'est vraiment très important pour nous aussi. Ouais. De manière un petit peu plus générale, est-ce que il faut vraiment forcément se plier au code des réseaux sociaux pour y trouver son audience? Et question subsidiaire, est-ce qu'à terme, vous ne craignez pas une forme de dépendance vis-à-vis des plateformes qui en fait ont des injonctions bien précises sur les formats qui fonctionnent ou pas? Est-ce que vous êtes obligé de vous adapter à ces formats-là? Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais. Non, en fait, c'est un peu tout l'exercice. En fait, on utilise notre matière et on lui donne le langage du réseau sur lequel on veut diffuser cette information-là. Donc oui, c'est important. Oui, on est dépendant de ce langage-là, mais si c'est pas ce langage-là, ça peut être un autre. On est le pôle Snapchat du monde, mais quelque part, on est aussi un service d'expérimentation de l'information, de la narration sur mobile à destination des jeunes. On adapte les codes de Snapchat comme on pourrait très bien adapter les codes d'un autre réseau social. En fait, en l'occurrence, on expérimente beaucoup de choses qu'on peut adapter en fonction de l'univers dans lequel on publie, quoi. Et sur les relations que vous avez avec Snapchat, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez, à la fois de manière éditoriale, mais aussi économique? Alors, les relations avec Snapchat, de façon éditoriale, ils nous ont beaucoup accompagnés au début, et ça, c'était très très bénéfique pour nous. C'est-à-dire que quand nous, on s'est lancé il y a 2 ans et demi, eux, ça faisait déjà un an et demi qu'ils s'étaient lancés partout dans le monde avec une trentaine à l'époque d'éditions de titres anglo-saxons. Donc ils nous ont beaucoup guidés, ils nous ont dit bon ben voilà, si vous faites comme ça, vous allez voir, vous aurez le nombre de lecteurs qui vont partir de l'édition, un nombre de départs beaucoup plus important. Par contre, si vous faites comme ça, à ce moment-là, normalement ça devrait mieux marcher. Donc ils nous ont beaucoup aidés sur des questions de forme. Sur des questions purement éditoriales, on n'a jamais eu de discussion particulière là-dessus, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné une totale liberté, et pour nous c'était de toute façon quelque chose qui était extrêmement important. Quant à la question économique, après donc on se rémunère sur le partage des revenus publicitaires. C'est-à-dire que nous, on ne paye pas Snapchat pour être dans Discover, et Snapchat ne nous paye pas pour acheter nos contenus. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on se partage en deux le gâteau publicitaire. Même constat pour vous, j'imagine. Alors, j'ai encore une assez longue liste de questions, mais je trouve que ce qui serait peut-être intéressant, ce serait que vous vous exprimiez aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, je peux continuer, mais j'imagine que vous en avez pour nos intervenants. Oui, c'est sur la question des revenus publicitaires. Est-ce que vous vous y retrouvez financièrement, ou est-ce que là vous financez à perte l'équipe pour Snapchat? Alors, les informations économiques concernant notre activité sur Snap sont confidentielles, mais donc je ne vais pas pouvoir beaucoup commenter ça. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, l'objectif depuis le lancement, c'est d'être un service qui s'autofinance. Donc, c'est clairement pas quelque chose qui est conçu comme une offre éditoriale sous perfusion du reste de la rédaction. C'était pas du tout l'idée. Pour aller plus loin, pour prolonger cette question, c'est vrai que de loin, on a le sentiment qu'il peut y avoir une vraie forme de dépendance. En fait, quand Facebook a changé son algorithme, il y a des médias qui en ont réellement pâti. Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous adapter et d'aller chercher ce public jeune en produisant des contenus adaptés aux plateformes, mais jusqu'où vous êtes complètement indépendant, jusqu'où elles peuvent vous guider dans vos choix? C'est vrai qu'il y a Facebook de base, en tout cas pour Combini, a été vachement important dès le début, et on avait une dépendance avec parfois des taux de jusqu'à 80% de l'audience qui provenait de Facebook. Le reste est soit des gens via Google, ou soit des gens qui venaient directement sur le site. Mais progressivement, en fait, on voit aussi qu'une partie si maintenant on compare avec l'audience de Snapchat, ça a été vachement, en tout cas l'audience
en proportion de Facebook, c'est vachement effrité. Si on parle ensuite d'Instagram, etc. Enfin, en fait, on voit que progressivement, via les nouveaux médiums comme la vidéo qui a pris sa place depuis, on va dire, 2-3 ans, donc au-delà des articles écrits, qu'on réussit en fait à ne plus être dépendant tellement les réseaux sociaux et tellement aussi les différents langages de ces différents réseaux sociaux nous permettent à la fois de proposer différents formats et en plus de ne plus être forcément dépendant d'un seul acteur. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On voit aussi que, même avant Facebook, il y avait une dépendance de certains sites vis-à-vis des mots-clés sur Google. Il y avait un référencement, ils étaient à fond dessus, ils voulaient absolument mettre, je sais pas, mettre certains mots en gras, répéter certains termes dans le chapeau, dans le titre, etc. Donc il y avait une forme de dépendance aussi qu'on mettait moins en avant, parce qu'elle était peut-être moins visible aussi, plus induite. On a vachement critiqué, en tout cas, le fait des médias d'être dépendants de Facebook, mais je trouve que depuis 1, 2 ou 3 ans, la question se pose moins. Il y a plus de réseaux sociaux, il y a plus de manières aussi de se renseigner à travers donc, les différents réseaux sociaux. Et aussi, ouais, je m'arrêterai de là. Sur l'argent, je peux ajouter un truc quand même, parce que du coup, moi j'ai cette double expérience de à la fois être en responsabilité d'un magazine papier qui marche beaucoup par abonnement, qui fait que du coup 95% des revenus sur le papier, c'est les lecteurs. Et donc ça donne une liberté éditoriale qui est d'un contrat de confiance avec les familles qui nous suivent, avec Astrapi, avec Okapi, avec Phosphore. Et au fond, on a réussi si au bout d'un an, les familles ont envie de se réabonner, etc. Avec notre projet Give Me 5, dont on peut dire, nous, on en est heureux par l'audience que ça a rencontré, par le fait qu'ils vont au bout de l'expérience à chaque fois, c'est-à-dire les stats Google Analytics, c'est que l'utilisateur moyen, il y reste 5 minutes et 5 secondes chaque jour, donc du coup, il vit vraiment l'expérience et tout ça. Par contre, les régies publicitaires n'arrivent pas à vendre une seule publicité là-dedans en disant, mais parce que moi j'ai vraiment... en disant des lycéens de 14-18 ans sur de l'actualité, en fait les annonceurs ça les saoule de se dire pour parler à des 14-18 ans, on préfère être dans d'autres univers que dans un univers de nouvelles où il va y avoir à la fois les gilets jaunes, les tensions avec l'Ukraine, etc. Et que c'est pas du tout dans ce type de contexte-là qu'ils ont envie d'être. Donc on le fait nous à perte, en se disant que ça fait partie au fond de l'offre qu'on propose à des jeunes de dire on a ce rendez-vous papier pour se poser, on a des vidéos YouTube pour d'autres fonctions et ce rendez-vous avec l'actualité d'une appli mais qui est presque au fond service public, c'est-à-dire qui est vraiment financé grâce au succès des autres titres de Bayer Jeunesse qui permettent d'avoir suffisamment d'argent pour créer ce type de développement, mais on n'a pas trouvé nous de modèle économique viable par la publicité. Vous pouvez garder le micro, David Groison. Je viens de télécharger l'application en fait, de Phosphore, la Give Me 5, qui est plutôt bien foutue en effet. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de traduire comme ça vos articles, visiblement 5 articles par jour, traduits en anglais. Pourquoi je suppose qu'il y a l'aspect pédagogique. Et quelle est l'audience en fait? Est-ce que vous avez beaucoup de lecteurs de ces papiers en anglais ou pas? Alors en fait, depuis le début, on l'a vécu, au contraire de vous du Snapchat du Monde, vraiment comme un truc de R&D, un truc d'expérimentation. Donc on a tenté plein de choses, on en a fait une déclinaison sur Instagram, en faisant les sacs actu en mode diapo et en mode story. On l'a fait avec des SoundCloud où c'était lu pour en faire une trace audio, avec des rédac chefs invités, youtubeurs, enfin... et donc on a inventé la question du jour et du coup ça on l'a gardé. C'est-à-dire il y a plein de trucs qu'on a perdus en cours de route parce que ça rencontrait pas son public ou c'était bien mais pas suffisamment bien. La question des lecteurs où là du coup on reçoit 200 questions par semaine de jeunes qui nous posent des questions et ça pour nous c'est vachement vivifiant parce qu'il y a le côté un des trucs comme ça où je me suis dit ah oui c'était pendant la grève des gardiens de prison. Et du coup, il y avait un jeune qui nous disait « Mais qui garde les prisonniers quand les gardiens font grève ?» Et en fait, c'était génial comme question, parce que nous, on n'avait pas eu cette idée d'angle-là, mais par cet angle-là, on racontait la même chose, mais vachement plus marrante, quoi.
et de comprendre qu'en fait ils faisaient pas grève, ils posaient des jours et tout ça. Et donc l'anglais, c'est l'expérimentation depuis septembre, de se dire on va le tenter comme ça, et c'est né vraiment de retour là par d'autres réseaux sociaux en fait, parce qu'on est aussi sur Twitter et tout ça, mais là c'est vraiment pas les jeunes parce qu'ils sont pas tellement sur Twitter, ils sont sur YouTube, Snapchat et Instagram, nos 14-19 ans. Mais d'enseignants de français langue étrangère qui utilisaient beaucoup Gimme5, parce que comme on dit sur RFI, c'est un peu du français facile, il y a une certaine forme d'oralité, etc. Et c'est des formats assez courts, et donc ils l'utilisaient beaucoup, les profs de français langue étrangère, pour apprendre le français avec leurs élèves. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi ça pourrait pas marcher dans l'autre sens aussi pour apprendre l'anglais, parce que du coup tu lis tes 5 actus du jour en français. Et pourquoi pas passer ensuite à la traduction, ou du coup une semaine tu te dis tiens je le tente directement en anglais, etc. Et que ce jeu-là il nous semblait intéressant, et puis à nouveau on observe les retours pour voir ce qui se passe autour de ça. Donc oui, il y a moins de gens qui lisent et pour la deuxième partie de votre question, il y a moins de gens qui lisent en anglais qu'en français. On a environ 60 000 personnes qui ont téléchargé l'appli. Après on peut y accéder aussi par le web. Et du coup, on a moitié moins de gens qui lisent en anglais qu'en français. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, quand on parle de système d'information et de jeunes, on pense aussi un petit peu automatiquement aux fake news. Le terrain de prédilection de la diffusion des fake news, ce sont souvent les réseaux sociaux. Et les jeunes sont particulièrement touchés, puisque 25% des moins de 35 ans affirment avoir déjà été induits en erreur par ce type d'information, contre 18% de l'ensemble des Français. Donc une plus large part de personnes jeunes a déjà été touchée et induite en erreur. Est-ce que c'est une problématique qui vous touche, que vous essayez j'imagine que oui, que vous essayez de circoncire d'une manière ou d'une autre? Alors oui, effectivement, ça fait partie aussi du projet... Pardon, c'était... Oui, non. Ça faisait partie du projet à l'origine, dans le sens où l'idée était à la fois de pouvoir apporter une information fiable sur ce canal, qui était très utilisé par les jeunes. Dans notre exercice quotidien aussi, on apporte beaucoup de soins au contact avec eux. C'est-à-dire qu'on reçoit pas mal de questions, on est pas mal interpellés en message privé en fait par nos lecteurs. On répond à chacun, on répond à toutes leurs questions sur l'actualité, et aussi sur nous, notre fonctionnement. Et ça fait partie aussi des choses qui sont assez importantes dans cette perspective-là, parce qu'une part aussi, je pense, de cette défiance-là et de la défiance vis-à-vis à la fois des journalistes et de ce que les journalistes produisent vient en partie du fait de la méconnaissance qu'ils peuvent avoir du métier. Donc on explique aussi beaucoup comment on fait, et c'est super agréable de voir que ces échanges fonctionnent très très bien sur Snapchat et beaucoup mieux que sur les autres réseaux sociaux. Tout simplement, je pense, parce que c'est privé et qu'il n'y a pas ce côté mise en spectacle qu'on peut avoir sur Facebook dans les commentaires ou sur Twitter. C'est arrivé encore régulièrement, hier notamment sur les gilets jaunes, sur les violences, on reçoit beaucoup de messages nous disant pourquoi vous ne parlez pas des policiers en civil qui agitent la violence et qui cassent contre leurs collègues, etc. Et en répondant, en expliquant notre démarche, en expliquant ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait, on arrive à lier le dialogue, on arrive à avoir des réponses derrière disant ah ok d'accord, je comprends mieux, merci de nous avoir répondu. D'ailleurs c'est très important dans les réponses, c'est très très fréquent, on nous remercie beaucoup de leur répondre et je trouve ça très significatif. Oui, c'est forcément important, la vérification de l'information et son travail avec rigueur. Nous, on a toujours pensé en tout cas qu'il fallait être aussi le plus pédagogue possible. Donc on a une rédaction qui est jeune et qui est aussi jeune en fait que les gens l'audience qui nous lit. Donc forcément, il fallait être d'une manière un peu brute dans la manière dont on s'exprimait sur le site ou dans les vidéos. Il faut que ce soit compréhensible assez rapidement. Il ne faut pas avoir justement des manières justement trop complexes d'apporter l'information. Il faut que ce soit clair et qu'à la fin de l'article comme de la vidéo, il y ait une compréhension. Après même, je trouve qu'au-delà de l'aspect des fake news qui est forcément un énorme
problème, en tout cas pour les médias et pour leur crédibilité aussi. Et la question de savoir si justement on peut réagir face à ça, c'est surtout sur un réseau social comme sur Facebook, de comment en fait les médias peuvent contrer justement des utilisateurs de Facebook qui ont leur propre bulle en fait d'information. C'est-à-dire comment en fait les médias peuvent rentrer à nouveau dans certaines bulles de certaines personnes qui sont habituées justement, là on parlait des gilets jaunes par exemple, à aller sur des groupes de gilets jaunes, à recevoir à chaque fois plein de messages de ces groupes-là, et donc à force en fait de liker, à force de partager ou de commenter ces contenus-là, ils vont en fait avoir un espèce de feed qui va ressembler à leur pratique, à leur consommation habituelle. Justement, alors comment faire C'est la grande question, mais pour le coup, j'ai pas de réponse à ce niveau-là, parce que il va justement tout à l'heure dans l'atelier juste avant, un des intervenants disait au début de son intervention, il disait il faut absolument que le journaliste fasse son travail et il faut qu'il soit rigoureux, il faut qu'il soit encore plus dans le fact-checking. Et à la fin, en fait, il disait qu'il y avait toujours une méfiance, quel que soit en fait son angle de son travail et sa rigueur qu'il apportait à une question qu'on posait par rapport à une question là j'ai en tête le Burger King par rapport à Paris, ce qui s'est passé samedi dernier. Est-ce que cette vidéo était vraie? Oui, mais après il y aura peut-être des doutes et à nouveau en fait on pourra remettre toujours en cause à cause justement de ces bulles dans lesquelles les médias ne pourront parfois ne plus atteindre en fait l'audience qui est concernée aussi par ces questions-là. Donc moi j'ai pas de réponse face à ça, j'ai juste un constat qui est assez alarmant en tout cas. À nouveau, je pense que le fait qu'on ait plusieurs médias et que les jeunes quand même sont touchés par plusieurs médias, il y a le média papier, nous ça nous permet de faire un travail sur le temps plus long, c'est-à-dire de pouvoir faire des grands dossiers pour essayer de déconstruire des fonctionnements de fake news, qu'est-ce que c'est une fake news, son histoire, d'où ça vient, etc. Peut-être plus que sur l'instantanéité de déconstruire et de travail que peuvent faire des décodeurs, etc. Et sur le net, on peut par contre répondre assez vite quand on voit émerger alors des fake news, c'est des fausses infos faites à escient, mais il y a aussi de la propagande. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a vécu là le plus fort, on en a parlé tout à l'heure en filigrane, mais c'est vraiment la propagande sur YouTube autour de la directive autour des droits d'auteur et de l'article 13. Qui a pris là un espace dont on n'a pas conscience quand on a plus de 20 ans, quand on a plus de 25 ans. C'est-à-dire que vraiment, ils sont bombardés de messages qui leur disent que l'Union européenne veut tuer YouTube et par que des gens de confiance qui leur ont prouvé une certaine forme en faisant des vidéos pédagogues sur la science, sur l'histoire, sur plein de sujets. Donc ils leur ont donné des preuves qu'ils étaient crédibles sur plein de sujets et qu'ils étaient même plus pointus que plein de gens sur ces sujets-là, qui relaient là un message faux. Là, c'est assez compliqué. Donc, on s'est dit, nous, on n'y va pas tout seul là-dessus. On a besoin de la légitimité aussi donc, il y a Doc7 qui a travaillé avec nous la semaine dernière pour dire, lui, faire un propre décryptage que Phosphore pourrait relayer, etc. En se disant qu'on a besoin aussi de la légitimité de ces gens qui sont dans le game YouTube, là, pour porter un contre-discours, ou en tout cas un discours plus critique qu'un message de propagande qu'on laisse aller et que les grands médias quand même laissent sous le radar et donc en parlent finalement assez peu. Donc c'est pile les moments où d'un coup on va faire tous les gilets jaunes et on va bien décrypter au fond et détecter les fausses photos des gilets jaunes et les abus de gilets jaunes, etc. Le truc de YouTube, on va moins en parler. Or, il me semble que d'un point de vue démocratique, c'est finalement peut-être tout aussi dangereux de laisser penser que l'Union européenne veut tuer un moyen d'expression qui est leur seul média, qui est vraiment de mass média de YouTube, quoi. Ça, je pense que c'est assez dangereux. Mais ce qui est étonnant dans ce que vous dites, c'est que en fait, en tant que média seul, vous ne vous sentez pas suffisamment légitime pour porter cette parole. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est de dire dans nos choix des experts, on va prendre des sachants, comme on disait dans la table ronde précédente, qui vont pas être les mêmes, pas ceux attendus, c'est-à-dire on va pas prendre des gens de l'Union européenne, on va pas prendre des experts politiques, etc., mais prendre des gens qui sont impactés par le sujet dont on parle et que c'est eux qui vont pouvoir porter une parole crédible. Voilà, pardon.
Alors, je suis sûre que vous avez des questions. J'imagine qu'il y a des enseignants dans la salle. En plus, j'imagine que vous avez des témoignages. Et que vous n'osez pas. Donc je ne suis pas enseignant, vous l'aviez compris. Faut-il être jeune pour écrire et informer auprès des jeunes? C'est une question qu'on se pose et que je me pose parce que ça fait 6 ans que je suis à Combini et que je viens de dépasser la trentaine, et donc on se demande à un moment donné si d'ici... Je me vois mal en tout cas à 40 ans encore dans un média comme Combini, parce que je me sentirais en décalage, à part si évidemment à chaque fois la rédaction se renouvelle en fait constamment pour pouvoir soit garder au moins une parole qui est destinée à une audience jeune, soit toujours aussi avoir une parole qui vieillisse avec l'audience qui vieillit en même temps. Mais pour répondre à la question, je pense que c'est toujours mieux d'être jeune, mais après évidemment il y aura d'autres critères qui sont d'origine socio-économique et qu'on peut aussi mettre en avant. Mais pour moi, oui, je pense. L'idée aussi qu'on avait à Combini, c'était pas de se dire on va cibler les jeunes, il faut absolument qu'on leur parle de facto. C'était de se dire on a des sujets qui nous plaisent, qu'on aime entre nous, que ce soit d'ailleurs au tout début, c'était d'ailleurs pas du tout, on parlait pas de politique ni de société, mais on parlait que de pop culture à Combini, et c'était des sujets donc de musique, de cinéma, etc. Et on se disait juste quels sont les sujets qui nous passionnent, et en les faisant avec passion, on était encore plus, on écrivait mieux dans un sens. Et si ça atteignait les jeunes, tant mieux. Si ça atteignait des communautés qu'on pouvait pas atteindre jusque-là, tant mieux. Mais on le faisait pas en tout cas par stratégie, dans un sens où il faut absolument qu'on ait une parole jeune entre guillemets, parce que c'est là où on se plante, où il faut absolument parler de ce film parce que ce film va être vu par des jeunes, parce que là aussi on va le faire mal si on l'aime pas, défendre quelque chose qu'on n'aime pas c'est la pire des choses, et ainsi de suite. En fait, il faut le faire juste avec ce qu'on aime, et ensuite on accédera, et c'est ce qu'on a fait progressivement au fil des années. On a atteint, sans vouloir le faire en tout cas, des audiences qui nous parlaient en fait, et à qui on parlait en même temps. Moi qui suis moins jeune, moi je pense pas du tout, mais je pense que en fait ce que ça permet de pas être jeune dans un média jeune, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des jeunes, mais c'est que ça repose une question fondamentale du journaliste dont on parle depuis ce matin, c'est-à-dire de se mettre à la place de ceux à qui on parle, et quand on sait qu'on n'a pas 15 ans, personne n'a de doute là-dessus, c'est-à-dire même quand on en aura 20, 25 ou 30 ou après, d'un coup ça nous permet toujours de se dire comment dans notre façon de bosser on met notre public, le public et ceux à qui on s'adresse au cœur de nos préoccupations, et les avoir toujours en tête par rapport à moi. J'ai travaillé dans la presse adulte où au fond je me posais pas ces questions-là avant, c'est-à-dire je me disais je parle à d'autres moi-même. Et je parlais à mes copains de la promo de l'école de journalisme de Lille, je parlais aux gens que je fréquentais, etc. Et dans ma tête, c'était ça les lecteurs. Et ça, je pense que c'était une erreur de jeunesse. Maintenant que je suis plus âgé, dans Phosphore et pour Gimme 5, on organise le fait comme vous, qui est des questions des lecteurs auxquelles on répond. Nous, on a toutes les rédacs râlent plutôt sur les accueils avec des plaisirs les stagiaires de 3e. Nous, on en prend plus d'une centaine chaque année parce que d'un coup, on a besoin d'en avoir en permanence avec nous pour tester les trucs, pour voir est-ce qu'on est à côté, pour co-construire avec eux. Et c'est important qu'ils soient au cœur de nos dispositifs, de nos sujets, de la façon de raconter. Et je pense que c'est plus facile quand on n'a pas l'âge ou quand on n'a pas plein de caractéristiques du média, du public auquel on s'adresse, de finalement les avoir bien en tête, de repartir au réel du public à chaque fois. Puis ça m'arrange. Ouais, je ne sais pas si c'est plus facile, mais effectivement, faut être ouvert, être à l'écoute, être très très à l'écoute. Et c'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup sur le rapport qu'on peut avoir avec notre lectorat. Et comme le disait Louis, faut être sincère. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il n'y a rien de pire que de faire semblant d'être jeune, que de faire semblant d'être ce que tu n'es pas pour essayer, par une approche peut-être marketing, d'essayer de capter cette masse que tu connais pas ou que tu comprends pas vraiment très bien. Nous, dans le service, nos lecteurs, ils ont à 80% à peu près moins de 24 ans. Dans le service, on est à 100% au-dessus de 24 ans. Donc on est très très attentif à ça. On fait
On discute pas mal aussi avec nos stagiaires de 3e qui passent, qui assistent systématiquement à la conférence de rédaction et au débat qu'on a tous les jours. Et ça se traduit aussi par ça, en fait. On passe beaucoup de temps, on fait des conférences de rédaction qui durent 1 heure, ce qui peut paraître beaucoup et très long pour une rédaction. Mais pour nous, c'est utile parce qu'on se pose beaucoup de questions sur la façon dont on va tourner les informations. On se pose assez peu de questions finalement sur est-ce que c'est une information pour les jeunes. C'est pas tellement le truc qu'on se pose. Par contre, on va se dire, ok, le CETA c'est important, maintenant comment est-ce qu'on va rendre ça intéressant? Comment est-ce qu'on va susciter l'intérêt, la curiosité avec cette matière qui est extrêmement aride, mais qui pourtant, il va falloir qu'on arrive à faire passer parce qu'on estime que c'est primordial. Donc nous, qui sommes malgré tout plus vieux que nos lecteurs, c'est un peu le joker qu'on a trouvé, c'est-à-dire essayer d'expliquer les choses et de produire un contenu qui soit lisible à la fois pour des gens qui ont notre âge, qui sont plus vieux que nous, mais aussi pour des gens qui ont 13 ans, parce qu'on a des lecteurs qui ont 13 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, est-ce que je vais être peut-être un peu direct et c'est pas du tout discriminatoire de ma part, mais est-ce que vous avez un profil de vos lecteurs, notamment sur les catégories sociales? Parce que lire Le Monde, c'est pas forcément donné à tout le monde. Pour Phosphore, c'est, je pense, la même chose. Combini est un petit peu différent, mais est-ce que vous avez secteur, bon, on ne va pas discriminer les uns et les autres, peu importe, mais est-ce qu'il n'y a pas une élite, par exemple, qui accède et qui vous pose des questions? Est-ce que vous avez une image de tout ça? Merci. Rapidement, nous, en ce qui nous concerne, c'est une très bonne question qu'on se pose beaucoup, parce qu'on a beaucoup d'informations sur notre lectorat, mais ce sont des informations quantitatives. On a des chiffres très précis sur tout un tas de choses dans les statistiques que Snapchat nous donne. En revanche, sur qui nous lit, malheureusement, on a, via Snapchat, aucune information, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a lancé ce programme d'études, de questionnaires qu'on envoie à nos lecteurs et qui nous permet de donner un peu de réponse. Mais il faudrait, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui nous travaille, effectivement. Pour Phosphore aussi, ça nous travaille. On essaye de corriger. On sait, nous, que nos lecteurs, nos acheteurs, en tout cas, sont des gens qui ont du capital culturel et qui considèrent que ça vaut le coup d'acheter un abonnement à ses enfants. Et donc, ça dit un type de, non pas de revenus, mais un type de rapport au monde. Et du coup, il y a notamment pas mal de parents enseignants. Merci, ceux qui et par contre, c'est vrai que du coup, ça nous oblige à un retour au terrain permanent et de se dire que quand on est invité dans 2 classes, on va choisir plutôt le lycée pro que le lycée de centre-ville ou des choses comme ça, parce qu'on sait que c'est ceux qui sont moins spontanément à nous et que ça nous intéresse d'aller travailler avec eux pour essayer de voir voilà, sur quel sujet on peut se retrouver, sur lesquels on est complètement à la ramasse et sur les... voilà, donc on travaille, on essaye d'être le plus souvent sur le terrain pour cette question-là, mais c'est assez vrai que c'est le truc de Bourdieu, que la jeunesse c'est qu'un mot, mais c'est hyper vrai, c'est-à-dire sur plein de sujets, entre 14 et 18 ans, suivant les milieux, c'est pas les mêmes musiques, c'est pas les mêmes séries, c'est pas les mêmes jeux, machin. Donc on essaye d'être un lieu de rencontre d'une génération, mais c'est assez compliqué, c'est un challenge quotidien. Ouais. Moi, j'ai pas connaissance de toutes les informations par rapport au profil type. D'ailleurs, j'espère qu'il n'existe pas ce profil type, parce que ce serait un peu déprimant, justement. Mais justement, pour moi, moins on a d'infos sur les personnes qui nous lisent, dans un sens, et mieux c'est. Je sais, comme ça, globalement, que la majorité, en tout cas une grosse partie, vient de Paris. Après, évidemment, des villes de province qui émergent aussi, forcément par rapport à la taille et à la population, et qu'on est à moitié-moitié femmes et hommes, donc on est assez à ce niveau paritaire. Mais après, justement, on n'essaie pas de se dire... parce qu'on peut se dire aussi que si jamais il y a un profil type qui émerge, est-ce qu'on va essayer de s'attaquer à un profil type, à un autre profil qui justement n'est pas encore sur Combini? Et là, est-ce qu'on va ensuite changer la ligne édito du site pour pouvoir accéder à cette partie-là? Pour moi, ça c'est une
une manière de penser qui est très marketing et qui est justement liée à une problématique de publicitaire presque, de se dire il y a une audience justement à laquelle on n'a pas accès et comment on fait pour y aller et qu'est-ce qu'on doit faire nous éditorialement pour s'adapter à elle. Moi je vois plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la passion et sur les sujets sur lesquels on écrit, en tout cas là au niveau de la culture, pas forcément au niveau des sujets de société. Il vaut mieux encore une fois qu'on aime, qu'on écrive sur les choses qu'on aime plutôt que de se forcer à tester des sujets ou des éditeurs en tout cas pour accéder à telle ou telle partie d'une population qu'on n'a pas encore réussi à accéder. Je pense qu'on peut prendre une dernière question. Une intervention, un témoignage. Pas de questions. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Merci à vous.